Salam la famille. Donc, Ballon Jolof Orange en prévision des finales NBA entre les Dallas Mavericks et les Boston Celtics. Bon, a décidé de vous faire un petit preview, voilà, des finales. Donc, je vais le faire aujourd'hui avec un ami à moi qui est un passionné de basket, un passionné de la balle orange. Il s'appelle DJ. Moi, c'est Momo. Donc, on va vous parler des finales. Donc, le preview va se compartimenter en 3 parties. On va parler d'abord de la dynamique des 2 équipes. Puis, on va essayer de décortiquer un peu le 5 majeur de Dallas et de Boston, parler de leur bench et tout ça. Puis, en finale, essayer de donner notre prono, hein. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je vais vous présenter mon poteau, mon grand. Et il va vous donner son impression des playoffs 2024. Alors, DJ, que penses-tu de ces playoffs 2024-là? Alors, bonsoir, la famille Ballon Jolof Orange. Donc, pour les playoffs 2024, c'est des playoffs qui ont été très alléchants. Il y a eu quand même quelques petites surprises. Après, le plus marquant aussi, c'est que beaucoup d'équipes ont eu, sur les games, quelques absents de marque. On peut parler des Cavs qui ont eu quelques manquants à l'Est, notamment leur meilleur joueur, Spider. On peut parler aussi de Indiana qui a eu où Haliburton n'a pas joué tous les matchs de la série, et donc ça a un peu impacté sur le résultat final, même si par exemple Boston était attendu et qu'on peut dire que peut-être que même si en dehors de ces joueurs manquants qui sont des joueurs majeurs, peut-être Boston aurait pu passer. À l'ouest aussi, ce fut aussi des joutes très alléchantes. Bon, je ne vais pas te couper. Pour Boston, il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, le parcours de Boston est facile, blablabla, bla, bla, ils ne méritent pas, ils ont eu chemin tout tracé. Qu'en penses-tu? Alors pour Boston, comme tu le dis, c'est vrai. Boston n'a pas été vraiment testé, n'a pas rencontré des équipes qui ont été amoindries, pas sur tous les games, sur quelques games. Et donc, on peut penser que malgré le fait que Boston soit un favori naturel, attendu à l'Est, que Boston a eu un parcours facile. Mais ça peut être trompeur parce que Boston a joué en face de l'adversité, a joué avec l'adversité qu'il avait en face. Et donc, même si on peut penser que son parcours a été facile, Boston n'a jamais baissé d'intensité dans son parcours. Même s'il y a eu des joueurs manquants en face, Boston n'a pas manqué d'intensité parce qu'ils ont eu quelques trous, il peut y avoir quelques trous d'air dans les games, mais ils n'ont jamais baissé d'intensité, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Même quand Porzingis n'a pas été là, Al Horford qui l'a remplacé était au top, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Et il a eu presque un match où il a fait une pointe à presque 25 ou 30 points pour un gars de plus de 30 ans. Donc, ça te montre que Boston joue avec intensité. Et là, les games où Tatum n'a pas été consistant et constant tout le long du match, Brown a été là, White était là, donc ils n'ont jamais baissé de régime. Donc, même si on peut penser qu'ils ont eu une moindre adversité, ils ont toujours été là, ils ont toujours joué avec, ils ont maintenu le cap. Maintenant, ils vont rencontrer une équipe qui est beaucoup plus calibrée que les équipes que Boston a déjà rencontrées. Dallas monte en flèche, et puis Dallas va représenter une adversité beaucoup plus forte que les équipes que Boston a déjà rencontrées. Et Boston s'y est préparé. Ça, il ne faut pas penser que ça sera de la tarte, mais on verra. On verra. En tout cas, c'est alléchant. Ok, d'accord. Maintenant, on a parlé un peu de Dallas. Maintenant, que penses-tu du parcours de Dallas? Parce que Dallas, pas qu'on dise, l'année dernière, ils ne sont pas allés en playoff. Quand Kyrie a été pris par Mark Cuban, qui n'est plus actuellement le président de Dallas. Bon, il a vendu Dallas, mais il est toujours à l'intérieur. C'est le propriétaire mythique de Dallas. Quand ils ont pris Kyrie, bon,
L'ensemble des fans NBA ont dit que ça va pas marcher. Moi, j'en ai connu beaucoup de fans des Mavs. Ils étaient députés limite, bon, que Dallas, que Doncic va gâter un peu, comme on dit en anglais, sa legacy, son héritage. Mais force est de constater, malgré qu'ils n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, mais cette année, mais ils ont fait un parcours de dingue. Un parcours de dingue. Ils ont battu les Clippers. Ok, Kawhi n'a pas joué, mais n'empêche, c'est les Clippers de James Harden, les Clippers de Paul George, il y avait les Norman Powell, Westbrook. Ils ont battu après OKC. Après, ils se sont fait Minnesota. Que penses-tu de leur parcours? Consistant à tous les niveaux, vraiment consistant. Et puis, un parcours vraiment respect. Respect d'abord au coach, au coaching staff, à tout le coaching staff. Et pour revenir à la perception que les gens pouvaient avoir par rapport au fait qu'il n'ait pas fait les playoffs, Dallas n'ait pas fait les playoffs l'année dernière, il est vrai que les attentes étaient grandes quand Kyrie est venu et que la déception a été à la hauteur des attentes placées dans cette traction arrière que pouvait constituer Doncic et puis l'un des joueurs les plus phénoménaux de la NBA qui est Kyrie. Mais n'oublions pas que aussi Kyrie a été à Brooklyn avec ils ont formé un trio. Il y avait aussi des attentes et ça n'a pas donné. Ici, les gens ont pensé que comme on avait à peu près, donc on le pense, l'un des meilleurs backups de toute l'histoire peut-être de la NBA, avec un arrière qui fait 2 mètres et un autre arrière qui est non seulement rapide mais qui a un handle de ouf. Donc, et puis qui est un joueur référencé et tout. On pensait que ça devait donner. Maintenant, ça n'a pas donné l'année dernière. Ils se sont construits patiemment. Ils ont amené des pièces qui manquaient au puzzle, deux rajouts majeurs, à savoir P.J. Washington et puis Derek Jones Jr. Et donc, non, Daniel Gafford. Daniel Gafford et déjà il était là depuis l'année dernière. Ouais, entre parenthèses, Daniel Jones Jr. il est venu en début de saison. Daniel Jones Jr. Oui, c'est ce que je parce que c'est Gafford qui est venu un peu après. Voilà, Daniel Jones Jr. il avait une player option, il a refusé et de 3 millions je pense, il a préféré venir signer je pense à 2 millions à Dallas. Et l'avenir lui donne raison. Bien lui en a pris, comme si on peut dire que il est en train de jouer, il va jouer les finales. Bon, et après, il est déjà habitué à jouer les finales avec il a été à la même hauteur avec Miami, sauf qu'il n'avait pas avec le même rôle. Là, il a un rôle beaucoup plus affirmé avec Dallas. Il leur apporte beaucoup. Daniel Gafford transfuge de Washington apporte beaucoup. P.J. Washington, transfuge de Hornets, leur apporte beaucoup. Et donc, on peut dire que ils ont une équipe très très équilibrée par rapport à l'année dernière. Et leur backcourt avec les deux superstars, ils se marchent pas sur les pieds. Doncic, il est le meneur de troupe naturel et Kyrie le supplée quand il est un peu dans ses errements ou bien quand il se retrouve pas, il est là à parler avec les arbitres, etc. Quand il le supplée. Et donc, c'est une équipe où non seulement il y a 2 superstars qui peuvent scorer facilement 30-40 points, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter la bagatelle de 10-15 points faciles. Et ça défend. Dallas, c'est une équipe qui défend très très bien. Ouais, je rappelle que Dallas, dans la deuxième partie de saison, a terminé deuxième ou troisième meilleure défense de la NBA derrière Minnesota et OKC. Voilà. Et l'avantage de Dallas, c'est que Dallas a été testé, Dallas a été éprouvé. Parce que Dallas a joué 2 grosses équipes dont l'une était attendue peut-être pour faire les finales aussi bien les finales à l'ouest que même la finale NBA. Les Clippers étaient plus attendus que Dallas. Ils les ont battus. Après, mon collègue a déjà rappelé qu'il n'y avait pas Kawhi Leonard, mais n'empêche qu'ils ont du matos et ils auraient pu challenger valablement Dallas, mais Dallas a été beaucoup plus consistant et Dallas est passé. Dallas a rencontré, surtout en finale NBA, une équipe
qui était attendue, qui a montré de belles choses en demi-finale de conf, et qui, certains ont pensé qu'elle s'est ratatinée, mais elle ne s'est pas ratatinée. Elle a rencontré une opposition beaucoup plus forte. Il n'y avait personne pour défendre sur Doncic, et ça a été une équation qui est restée constante sur 4-5 matchs. Ils n'ont jamais, sur un match, ils ont trouvé à peu près... Le Game 4. Le Game 4, ils ont trouvé à peu près la solution, mais globalement, sur les 5 matchs, voilà, il y a eu un joueur qui a dominé le game, voilà, qui les a posé d'énormes problèmes. Et bon, je vois que tu n'as pas dit le nom de l'équipe, hein. Ce sont les Timberwolves, là, les jeunes loups. Les jeunes loups qui étaient attendus. Les jeunes loups, là, de Anthony Edwards. Avec de belles promesses, mais Dallas a éteint la lumière, quoi. Mais quelle a été la force de Dallas contre Minnesota? Parce que, quoi qu'on dise, le favori de cette série, des finales de conf à l'Ouest, là, le favori, c'était Minnesota, hein. Quoi qu'on dise. Beaucoup de bookmakers misaient sur Minnesota. Ouais, parce que Minnesota a battu les champions en titre. Parce que Minnesota a battu une équipe très tétaigneuse qui était comment on dit ça encore? Les Nuggets. Les Nuggets. Et donc, on se disait, puisqu'ils ont battu, ils ont réussi à sortir le champion avec toutes les armes dont ils sont le champion, avec un joueur exceptionnel qui est le grand... comment il s'appelle encore? Jokic. Donc, on a tout de suite dit, on a tout de suite placé Minnesota en équipe hyper favorite. Sauf que, même si Minnesota a battu une équipe de Denver, que je trouve un peu moins consistante que l'année passée. Parce que c'est les joueurs d'appoint, non pas, que ce soit les KCP, les Michael Porter Jr. Ils n'ont pas suffisamment apporté, et l'autre superstar a été transparent presque toute la série. Il n'a fait qu'un seul match de référence dans leur série, le Canadien Jamal Murray, il n'a fait qu'un seul match de référence, donc il a été presque transparent, et donc Jokic n'a pas eu le support et l'apport des autres joueurs, et donc Minnesota est passé. Sauf que Dallas n'est pas configuré comme Denver. Ça ne se passera pas dans la raquette. Ils n'ont pas de superstar grand dans la raquette. Eux, ils ont plus une traction arrière qui est difficile à arrêter. Donc, Dallas. Maintenant, on a vu lors de la série contre Minnesota, Ant-Man galérer. Parce que, contrairement aux Nuggets, quand il a joué Dallas, il a trouvé là-bas 2 vrais big men, Gafford et Lively, le rookie là, qui fait en pensant une saison magnifique. Hein. Donc, je rappelle juste que Lively, il a le plus gros plus-minus de l'histoire de la NBA des rookies derrière Manu Ginobili. Voilà, ça je le rappelle. Maintenant, après, il y a eu aussi les deux le power forward PG Washington et l'autre power forward ailier Derek Jones Jr. qui l'attendait à l'intérieur. Il a galéré et tout. Et comme il n'a pas un jeu à mi-distance trop développé comme SGA, il a un peu galéré. Maintenant, on va en revenir au final. Penses-tu que Boston pourra arrêter Doncic ou Kyrie? Mais on va se concentrer plus sur Doncic, parce que quoi qu'on dise, c'est plus Doncic qui a causé problème aux jeunes loups là. Penses-tu que Boston a les armes pour arrêter Doncic? Boston devra choisir son poison, comme on dit. Parce que pour défendre sur Doncic, on doit mettre obligatoirement un joueur qui ait de la taille et en même temps de la puissance pour résister au jeu dos au panier, surtout quand il prend dans le ballon près du cercle. Donc, c'est un choix à faire. Au large, il est assez adroit et régulier. Il reste une menace. De près, il faut avoir des kilos qu'il faut pour défendre sur lui et l'arrêter. Et ça reste une équation presque, je dirais presque insoluble. Maintenant, Boston devra choisir. Est-ce qu'il faut mettre Tatum sur lui? Est-ce qu'il faut mettre un grand sur lui? Après, alterner, c'est-à-dire qu'il va défendre sur lui, le gêner, sur quelques minutes, le ralentir et après l'obliger à passer la balle. Sauf que lui, quand il passe la balle, il va toujours la reprendre. Et comme il a une très bonne vision de jeu, au moment où vous allez doubler, il va sortir la balle sur un arrière ou bien un power forward qui va tirer. Parce que PG Washington, quoi qu'on dise, à 0 degré,
il est assez bon. Derrick Jones Jr., quand la défense se tasse sur quelqu'un qui a une pénétration, souvent Doncic ou Kyrie, il se met au large, on lui donne, il met. Et donc, Boston devra choisir son poison. Est-ce qu'ils vont libérer le périmètre pour obliger Dallas à shooter, quitte à se faire assassiner dès le début du match avec des 3 points? Ou bien est-ce qu'ils vont prendre le tempo de Dallas, puisque Doncic aime jouer demi-terrain, rentrer les jeux, ils vont compenser avec une défense de zone. C'est-à-dire en gênant et en les obligeant à réfléchir, à attaquer sur à peu près une limite de 15-20 à plus de 20 secondes en attaque, et après à prendre un tir dans la précipitation. Ce sera des agissements à faire. Coach Mazzulla a vraiment du pain sur la planche. Mais maintenant, qui pense tu vas défendre en début de match sur Doncic? Est-ce que ce sera Drew? Moi, je pense que l'option de départ, si j'étais coach de Boston, l'option de départ, ce serait de mettre Drew, parce que Drew peut réussir à la charge, il est un peu plus mastoc, et puis c'est un assez bon défenseur. Et peut-être qu'il y a juste sur le problème de la taille où il va être un peu pénalisé. Sauf que Doncic, en attaquant naturellement, Doncic ne va pas tout de suite prendre la position préférentielle dans la raquette. Il amène la balle, il fait la passe. Maintenant, s'il identifie Drew comme son défenseur normal, il va s'adapter parce que c'est un joueur très intelligent. Il va faire la passe et il va la reprendre poste bas, pour reprendre le ballon poste bas pour travailler Drew et profiter de l'avantage de taille. Boston aussi peut s'ajuster en faisant des aides. C'est-à-dire, après on fait la passe, quand il va essayer de prendre la position préférentielle, on switch pour ne pas éviter la défense illégale, les 3 secondes de défense illégale. En tout cas, coach Mazzulla devra réfléchir parce que arrêter Doncic sur 4 matchs, ce sera pas. Sur 7 matchs, non, je dis sur 4 matchs parce que s'il n'arrive pas à le rater sur 4 matchs, dans l'espace, oui, c'est vrai. Au moins sur 4 matchs. Ouais, okay, arrêter sur 4 matchs au moins. Ouais, c'est vrai que coach Mazzulla a du pain sur la planche. Mais je rappelle aussi que Dallas et Boston, ils ont joué 2 fois cette saison. Et Boston a gagné relativement facilement. Par contre, Doncic a fait de grands matchs. Je pense qu'il a tourné au moins à 35 points dans les 2 rencontres. Exact. Il a beaucoup scoré. Maintenant, et Kyrie, son passage à Boston ne s'est pas bien passé. Après avoir fait les finales 2016-2017. Bon, il ne voulait pas être trop sur l'ombre de LeBron. Il a décidé de partir pour être franchise player. Exact. Il est parti à Boston, il était bien attendu. Ça s'est pas très bien passé. Il est parti, quand il est revenu, il s'est essuyé le pied sur le logo, il a traité les fans de Boston de racistes. Disons qu'il y a un contentieux, Kyrie, et puis surtout les fans de Boston. Voilà, surtout les fans de Boston. Boston. Parce qu'il reste quand même en bon terme avec Tatum. Non, avec Tatum et Brown et tout, voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu un article aujourd'hui où maintenant on sent qu'il est mature parce qu'il dit qu'il est désolé de tout ça, que ça n'en valait pas la peine, que perdre de l'énergie à se concentrer sur les... comment on appelle ça encore? Le hors-terrain. Voilà, ça sert à rien. Les paf hors-terrain là, voilà. C'est un peu assagi. Disons qu'on a un Kyrie beaucoup plus assagi maintenant. Voilà, maintenant il est mature. Voilà. Donc, avant de te poser la question, je vais aussi te rappeler que Kyrie reste sur 0 sur 10 face à Boston. Hein. Les 10 derniers matchs, il a perdu contre Boston. Hein. Donc, ça fait 10 matchs qu'il tape pas Boston. Donc, que penses-tu de Kyrie face à Boston? Penses-tu qu'il va faire une grande série ou bien penses-tu qu'il va faire une série à la OKC? Parce que contre OKC, on n'a pas vu un grand Kyrie au scoring. Je pense même pas qu'il ait tourné à 20 points. Je l'ai vu un peu jouer comment dirais-je encore, jouer les matures, prendre le ballon. Quand il y a prise à 2, il redonne le ballon. Jaden McDaniels a bien défendu sur lui. Et à Boston, il y a beaucoup de gars qui savent défendre. Hein. 101, que ça soit Jaylen Brown, White, Drew, Tatum. Tout le monde peut défendre, même Al Horford. Quand il y a des switches, il peut défendre. Mais bon, face à Kyrie, c'est compliqué. Bon, bref, penses-tu qu'il va faire une série à la OKC? Quel sera le rôle de Kyrie? Moi, je pense que le rôle de Kyrie dans cette série sera beaucoup plus déterminant
que par rapport à que face à OKC ou même au premier tour. Parce que contre OKC, non seulement ils défendent très bien, mais ils ont des jeunes qui sont assez rapides. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les battre en vitesse pure et ça switchait beaucoup. Donc, quand il a vu ça, il ne s'est pas trop donné. Limite, certains spécialistes disaient qu'il s'est caché dans cette série. Il ne s'est pas caché. C'est-à-dire, on a eu son antidote. Et donc, on l'a un peu éteint. Même si, par moment, il était capable de quelques coups d'éclat, mais globalement, comme tu l'as dit sur la série, il n'a pas beaucoup performé. Maintenant, je pense que dans ces finales, dans ces NBA Finals, contre Boston, moi je pense que ce sera sa série. D'autant plus que tu rappelles une bonne occasion pour lui d'être revanchard, même s'il ne faut pas l'être trop, parce qu'après on surjoue et on déjoue. Mais moi je pense que ça peut être sa série, parce que Boston joue small ball. Et il faut, pour arrêter Kyrie, il faudra mettre quelqu'un sur lui, le boxer, c'est-à-dire mettre quelqu'un sur lui tout le temps, pour le fatiguer et l'amener à se calmer ou bien à passer la balle et à ne pas trop peser. Et si Boston prend cette option, Boston s'élimine un joueur. Parce que la force de Boston, c'est le petit apport de tous les autres. Parce qu'ils ont tout le temps beaucoup de joueurs à entre 10 et 15 points. Des fois, ou entre 10-12 points. Si vous mettez White sur Kyrie, vous serez obligé de changer l'option sur un autre joueur sur un joueur de la, que ce soit Doncic, P.J. Washington ou bien Derek Jones Jr. Il faut obligatoirement, parce que l'avantage de Dallas, c'est que Dallas, ils ont, à part Kyrie, ils ont 4 joueurs de grande taille. Boston n'a pas 4 vrais joueurs de grande taille. Ils peuvent compenser parce qu'ils sont très bons en défense, ils sont mobiles, mais s'il y a des écrans et qu'on ne parvient à les obliger à les obliger à faire des switches, on peut facilement avoir des positions préférentielles. Non, mais attends. Boston, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs de grande taille, mais ils ne sont pas petits non plus. Hein, je suis d'accord avec toi. Drew, soit il a la même taille que Kyrie, mais White, Brown, Tatum, ils ne sont pas petits. Hein. Oui, mais sauf que... Et Brown, il fait 1m98, Tatum, il fait 1m2, les deux juniors, puis ils sont tous à 2 mètres. Et non seulement ils sont à 2 mètres, mais ils ont l'habitude de jouer à ces positions-là. Parce que White ne joue pas naturellement poste bas. Drew en a les capacités. Quand il identifie quelqu'un qui a de la même taille que lui, ou bien quelqu'un dont il est plus grand, face auquel il est plus grand. Mais les autres, ils peuvent naturellement le faire parce qu'ils l'ont fait dans les équipes où ils étaient avant, que ce soit Derrick Jones Jr., que ce soit P.J. Washington. Brown n'a pas naturellement le jeu de haut panier, post-up, etc. pour marquer. White ne l'a pas naturellement. Drew l'a un peu plus. Sauf qu'il ne va pas le faire sur tout le monde. Il ne peut même pas le faire. Il ne peut le faire que sur Kyrie à Dallas. Et peut-être ça aussi sera peut-être l'une des clés des finales. Ok, d'accord. Bon, maintenant on a parlé un peu de comment Boston devra défendre sur Dallas. C'est vrai qu'on est en train de mettre beaucoup le focus sur Dallas, parce que Dallas a créé un peu de hype en arrivant en finale. Mais ne pensez pas qu'on est en train de dire que voilà, Dallas est déjà favori, etc. Non. Mais c'est parce que on voit que comme les autres ils font du small ball et que Dallas est passé de façon assez impressionnante, on est en train de voir comment Boston, avec sa défense, peut arrêter Dallas, quoi. Sauf que Boston a tout à fait les arguments, voilà, pour peser dans cette finale et puis faire déjouer Dallas. Maintenant, comme on l'a dit, ce sera à coach Mazzulla peut-être, voilà. Mais là, c'est l'occasion parce que là, pour la première partie, là, on a parlé de comment Boston doit défendre sur Dallas. Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont faire du gamble, un pari, essayer de faire de prise à 2 sur Doncic et laisser P.J. Washington, Derek Jones Jr. se shooter à 3 points. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire ça ou bien est-ce qu'ils vont jouer one-on-one? Est-ce qu'ils vont jouer en zone? Est-ce qu'ils vont trapper? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va parler maintenant de Dallas. Comment Dallas devra défendre sur
sur Boston. Parce que Boston, C'est ce que je disais tout à l'heure. Boston, il est dans le top 5 de la meilleure attaque en NBA. Boston, c'est l'équipe qui prend le plus de 3 points en NBA. Exactement. Le Boston, c'est l'équipe qui en met le plus en NBA. Exactement. Et je pense que Boston, c'est la 3e équipe en pourcentage de 3 points en NBA aussi. Donc, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points. Exactement. Ils ont 2 joueurs qui tournent facilement à plus de 25 points en saison régulière. Donc, Brown et Tatum. Ils ont Drew Holiday, qui est un bon, comme tu l'as rappelé tout à l'heure là, qui est un bon joueur offensif. Tu as Contanto, comme tu l'as rappelé, ils ont beaucoup de joueurs qui tournent, qui aussi entre 10 et 15 points. Donc Didier, Jason Kidd, qu'est-ce qu'il doit faire pour arrêter Boston en défense? Non, Boston, il faut le dire tout de suite, Boston a un très bon supporting cast. C'est-à-dire, non seulement au-delà des deux superstars là, ils ont 3 joueurs qui sont très très bons et qui ont des particularités, qui sont bons dans leur particularité. Ils ont le domaine de prédilection. Et le retour de Porzingis ne peut leur faire que du bien. Parce que Porzingis, c'est un grand qui est bon à mi-distance et qui défend assez bien. Quand ça lui arrive de défendre, il a même beaucoup progressé, je trouve, en défense. Ouais, cette année, il a beaucoup progressé en défense. Et donc, parce qu'il peut beaucoup gêner avec ses longs bras, etc. Et il fait 2m18, hein? Et puisque ils font du small ball, il peut souvent se retrouver face à un joueur de taille moindre, etc. Et peut-être tirer sur lui un peu plus facilement. Donc, Boston a des armes parce que son sporting cast, ils apportent facilement entre 12 et 15 points. Et ils sont bons en défense. Non, maintenant, Dallas, maintenant la question, c'est... Tu veux que je parle de l'attaque de Boston. Voilà. Qu'est-ce que Dallas peut faire contre l'attaque de Boston? Il faut déjà, ce sera intéressant de voir les 3 ou 4 premières minutes des finales. Dès l'entame, voir c'est quoi les premières options. Est-ce que par exemple, on va jouer au large en tirant au périmètre, puisque tout le monde sait que Boston, son option, c'est souvent le périmètre. Après, ils ont beaucoup de joueurs qui savent driver. Parce que tous les joueurs savent driver à Boston. Les 3, White, Brown, Tatum, ils savent driver. Mais la défense, driver pour marquer contre la défense de Dallas, c'est pas du tout évident. Et je ne pense pas qu'on leur laissera cette option. Après, est-ce que leur option naturelle qui leur a fait tant de bien durant toute la saison, ça a de tirer au périmètre, est-ce que aussi coach Kidd va faire le choix de laisser le périmètre pour voir s'ils seront toujours à droite? On verra. Mais s'ils ne sont pas à droite, c'est là que les options vont se mettre en place. Si sur les premières minutes du match, ils tirent et que ça n'entre pas, ils tirent au périmètre, ça n'entre pas, est-ce qu'ils sauront trouver les solutions pour trouver des drives, étirer la défense de Dallas et trouver des occasions de driver, d'aller au panier, de provoquer des fautes, etc. Pour étirer la défense de Dallas, faut avoir un jeu collectif, multiplier les passes. Non, et surtout mettre les ballons à 7,50 m à 3 points. Hein. Oui, mais il faut déjà avoir un bon jeu de passe, etc. Voilà. Boston est relativement bien doté sur ce plan. Après, Dallas on a vu que Dallas a très bien pu mettre en veilleuse les attaques que ce soit de OKC, etc. On verra ce que ça va donner. Maintenant, qui va défendre sur Tatum? Moi, je pense que sur Tatum, on risque de mettre Derek Jones Jr. Puisqu'il a donné quelques gages en freinant un peu et en neutralisant quelque peu Ant-Man. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que on risque d'avoir Derek Jones Jr. sur Tatum. Et après, ils peuvent se le relayer, hein, pour le fatiguer. Ils peuvent switcher. Un coup, on lui met Derek Jones Jr. qui va le fatiguer. Après, un coup, on lui met aussi P.J. Washington. Sauf que si tu fais ça, après, il faudra régler l'équation Brown. Parce que Brown aussi, quoi qu'on dise, dès qu'il y a un tour de souris, lui, il va au panier. Soit c'est faute, soit il va au dunk. Et en plus, c'est
Si c'est Kyrie, il le coupe facilement. Si tu mets Doncic sur lui, Doncic va prendre c'est l'exposer parce que tu l'exposes, parce que Doncic peut prendre rapidement des fautes rapides et tu perds Doncic. Donc, il faut régler, en réglant l'équation Tatum, il faudrait aussi songer à régler l'équation Brown. Ouais, parce que... Donc, parce qu'il faut mettre quelqu'un qui soit non seulement rapide et qui puisse le gêner quand il s'arrête pour faire ses 2 points. Parce que lui, quand il ne peut pas tirer, il s'arrête pour faire de ses pull-ups et il a quand même assez progressé sur ses pull-ups. Ouais, Brown, quoi qu'on dise, c'est un bulldozer. Hein? Ouais. Il est grand, il est costaud, il a de larges épaules, il sait jumper, il va vite, il est athlétique. À 3 points, quand tu le laisses libre, il met. Et en plus, il n'a pas peur aussi d'attaquer le basket. Exactement. Ça aussi, ça va vraiment jouer. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles de l'apport de Lively et de Gafford. Donc, Lively et Gafford, ce sont deux joueurs qui ratent rarement des field goals, des shoots. Pour rappel aussi, Lively, il a raté aucun shoot face à Minnesota. Il en a raté aucun. Bon. Mais par contre... En fait, des shoots, il faut comprendre, quand on parle de Gafford et de Lively, le shoot, c'est principalement des alley-oops. Ouais. Ça, pour régler cette question, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien de quoi on parle. Lively et Gafford, ils ont des œufs sur le plat. C'est-à-dire que ça, c'est Doncic qui fait péter la défense et qui leur met un alley-oop tout cuit et puis voilà, ils écrasent le cercle. Que ce soit, ou bien que c'est Kyrie qui fait du Kyrie, il dribble, il slalom, après c'est alley-oop et puis ils en mettent. Donc penses-tu que... Après, c'est pas quelque chose il faut pas penser que c'est quelque chose de relativement facile parce que il faut que la passe soit bonne, mais aussi il faut que des fois la passe n'est pas top et eux ils arrivent à prendre la balle au vol et la mettre quand même parce qu'ils sont très athlétiques et ils montent très haut. Penses-tu de leur apport dans cette série? Lively n'était pas attendu à ce niveau. Et donc là, c'est une très très belle surprise. C'est une très belle surprise et c'est très très rafraîchissant pour la NBA d'avoir par exemple des jeunes Américains comme ça qui viennent, même s'il n'a pas vraiment de shoot, mais il est dans la dissuasion, il est top, il a de bonnes mains, il peut faire un écran après, prendre la balle, faire le relais. Et donc il a un très très bon apport pour Dallas. Pour un rookie. D'abord, il comprend bien le jeu et il est très fort. Donc, moi, je trouve que c'est une belle trouvaille, quoi. C'est une belle trouvaille et pour un jeune Américain, voilà, c'est rafraîchissant de voir un joueur qui vient, qui pèse dans une finale, etc. Gafford aussi, voilà, une bonne tranche de Washington qui vient, une bonne présence dans la raquette, dans la dissuasion, il est bon. Et si on lui donne la balle, il n'est pas aussi frustré. Donc, c'est deux bons pions. J'aime bien Lively parce que Lively, là où je le kiffe le plus, c'est que quand il attrape sur Doncic, quand il donne la balle, il est plus à même de ressortir la balle facilement chez les ailiers ou chez l'arrière qui se trouve à 0 degré que Gafford. Gafford, il a un peu plus de mal à ça. Par contre, Gafford, il est un peu plus fort au niveau des rebonds offensifs, de remonter pour claquer les dunks, tout ça. Mais par contre, tout ce qui est lecture de jeu, faire des extra passes, tout ça, je trouve que Lively, il est un peu meilleur. Pour un jeune joueur, la compréhension du jeu, elle est un rookie, tout ça. Pour la pression sur les deux équipes, Boston, je pense que ça fait 4 ou 5, sur les 6 dernières années, ils ont fait au minimum 4 finales. Ouais, 4 finales de conférence. Hein. Boston en 2022, ils ont fait une finale de conférence. Ils ont parti en finale NBA. Non, Dallas. Ah, ok, Dallas. Non, Dallas. Ils ont fait une finale de conférence en 2022. Ils ont été battus par les Warriors de Steph Curry. Ton ami Steph, là. Mon ami Steph, oui. Le meilleur joueur de la NBA. Donc du coup, ils ont fait une finale de conférence. Après l'année d'après, 2023, ils n'ont pas été en play-off. On l'a rappelé tantôt dans le truc là, dans nos discussions. Et là, ils reviennent en finale. Alors que Boston, ils ont fait des finales en 2022. Là, ils reviennent en finale. Ils ont fait, je pense, 4 ou 5 finales de conférence. Qui a plus la pression entre les deux équipes pour toi? Si on suit la logique, c'est Boston qui doit avoir la pression. D'abord, à cause de l'avenir. Pas la finale, de l'avenir. De ce qu'il adviendra de l'équipe au cas où ils vont en finale et qu'ils ne gagnent pas encore. Bien qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais il y a le contrat de Tatum à venir. Il y a
Brown, qui a déjà son gros contrat. Le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, faut-il le rappeler. Et il y a le fait de réfléchir sur conserver Drew et les pièces qu'il faudrait apporter à l'avenir. Non, et Drew a déjà été prolongé. Ok, donc c'est bon pour Drew. Mais sauf que il faut réfléchir aux pièces à venir. Parce que eux, je pense qu'ils n'auront pas les premières options sur les tours de draft là. Non. Donc, c'est une réflexion à mener par rapport aux 2 années à venir. Et c'est là, même si on peut penser que c'est loin, c'est à mettre en compte dans comment ils vont jouer la finale. Parce que il y aura beaucoup, naturellement pour moi, il y aura donc beaucoup plus de pression par rapport à Boston. Par rapport à ce que tu as dit déjà, tu as rappelé que sur les 6 dernières années, ils font finale de conf plusieurs fois. Ils font une finale NBA 2 ou 3 fois, je pense. 2 fois finale NBA. Et donc, l'année dernière, ils étaient en finale. Et donc, ils sont plus attendus. D'abord, eux, ils sont plus attendus. Ils sont naturellement attendus. Plus que Dallas, qui n'était pas attendu et qui a fait de très bons playoffs et qui est maintenant à pareille fête. Donc, les finales, on peut penser que c'est un bonus pour Dallas, mais sauf que aussi, Doncic, pour sa legacy, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a déjà montré, et pour les autres jeunes joueurs qui sont là, on ne va pas en finale NBA tous les jours. Donc, c'est aussi un momentum à saisir pour eux. Non, mais Boston reste l'équipe la plus attendue. Il y aura naturellement plus de pression sur Boston. Et aux États-Unis, sur les spécialistes, etc., tout le monde écrit et on met plus la pression sur Tatum, sur sa capacité. Est-ce que c'est le fait qu'il soit un leader qui peut porter Boston, qui peut leur amener à gagner ce 17e, non? C'est le 17e bon, j'ai oublié. Non, je pense 17e. Ils sont à 17e. Parce que les Lakers sont à 17e. Exactement, c'est ça. Donc, ils sont à égalité, je pense. Là. Voilà, donc c'est le 17e titre que Boston attend. Non, 18e. Ok, donc 18e. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que Boston a plus la pression. Non seulement Boston a la pression sur le fait que ils vont en finale de conférence chaque année. Là, c'est le 2e finale NBA en 3 ans, tout ça. Mais je pense aussi qu'ils ont la pression parce que cette année, je ne dis pas que le chemin, ils ont eu la facilité, mais quand même, ils ont eu des concours de circonstances favorables qui ont fait que ils sont arrivés en finale NBA sans difficulté. Mais ça retire en rien de leur parcours parce que quand même ils ont été largement supérieurs en saison régulière à toutes les équipes. Voilà, à toutes les équipes, tout ça. Donc du coup, c'est ça. Et je pense que aussi, finale NBA, quand tu es en mesure de la gagner, il faut la gagner. Parce que si tu ne la gagnes pas, on ne sait pas ce que le lendemain est fait. Et quoi qu'on dise, cette année, Milwaukee, ça n'a pas trop marché. On ne sait pas l'année prochaine qu'est-ce que l'entente entre Giannis et ces trucs va donner, quel move va faire New York, etc. Maintenant, concernant Dallas, ok, pour moi, Dallas est l'outsider. D'aucuns pensent que s'il ne le gagne pas, ce n'est pas grave et tout. Mais j'ai envie de te rappeler que Phoenix, ils ont fait les finales 21. 21 contre les Bucks, ils ont perdu. Et là, on les voit plus, OKC, en 2012. On peut même les comparer à OKC en 2012 parce qu'ils étaient relativement jeunes et tout. Quand ils sont partis en finale, ils ont perdu 4-1 contre les Three Amigos, là, LeBron, Wade et Bosh. Tout le monde disait que c'était l'avenir de la NBA, ils allaient revenir plus fort et tout. Ils pensaient qu'on était parti pour 2 ou 3 saisons où ils seraient en finale. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Voilà. Donc du coup, c'est pour dire que les finales, quand tu es en mesure de les gagner, il faut les gagner. On n'arrive pas en finale tous les jours. C'est une opportunité à saisir. Donc, Dallas va venir le couteau entre les dents. Ça, Boston, il faut le savoir. Dallas ne va pas venir pour se dire qu'ils ont fait un bon parcours et maintenant s'ils perdent la finale, ils sont pas attendus, ils sont les outsiders. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis ne serait-ce que Jason Kidd qui s'y connaît, qui a déjà gagné la finale. Et en tant que coach, lui aussi, il va vouloir imprimer sa marque. N'oubliez pas qu'il a déjà gagné une finale NBA en tant qu'assistant coach aux Lakers dans la finale Corona de 2020. Ah ouais, ça voilà. Je l'avais oublié. Donc il s'y connaît un peu. Ouais. Il connaît ses moments. Ouais, ça c'est vrai. Ça, je l'avais oublié cet épisode-là. Ouais. Coach Mazzulla, on peut penser qu'il
c'est pas un coach aussi expérimenté, il n'a pas été à pareille fête, mais n'empêche que l'année dernière aussi, bon, on apprend vite. Il a été l'assistant de l'autre, et puis voilà. Bon, je vais en profiter même, voilà, tu me donnes, je vais en profiter et rebondir sur ce que tu viens de dire. On n'a pas encore parlé des coachs. Si, Actuellement, aussi, on a un peu parlé quand même. ouais, un peu, mais sur les systèmes et tout. Mais voilà. qui a l'avantage au niveau des coachs? Moi, personnellement, vraiment, je pense que c'est Jason Kidd. Et je vais te donner mes raisons. Parce que Jason Kidd, lors des 3 précédentes séries, c'est 3 équipes vraiment différentes. Et à chaque fois, Il a su trouver la solution. non, il a su trouver la solution. Je ne me rappelle pas avoir vu Dallas être battu 2 fois de suite dans cette série. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Impossible. Et en plus, à chaque fois... C'est pas arrivé. Voilà, c'est pas arrivé. Et à chaque fois qu'un coach lui a posé un problème, le match d'après, il a su s'adapter. Exactement. Moi, ça m'a agréablement surpris de la part de Jason Kidd. On sait que c'est un coach filou. Quand il était joueur, c'était un joueur filou très fort. Il connaît le jeu. Hein. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent pas G-Kidd, ils peuvent aller voir ses highlights. Il a fait les finales en 2002, 2003. Le meilleur meneur organisateur de l'histoire de la NBA. Ah, pour toi, c'est le meilleur meneur? C'est le meilleur meneur organisateur. On parle Chris Paul. On parle de CP3, etc. Mais avant CP3, il y a eu Jason Bon, Kidd. ça, on va en reparler. Ce sera l'objet d'une podcast. On en reparle là. Donc, je pense que, en plus, comment il a réussi à canaliser Kyrie. Mais ça, il faudrait qu'on en parle. Parce que Kyrie, quand même, 2018, quand il était à Boston, c'était du n'importe quoi. Quand il était au Nets, c'était du n'importe quoi. Épisode Covid, les trucs extra-sportifs, personne n'arrivait à le canaliser. Mais là, il est venu avec G-Kidd. Mais Kyrie, c'est devenu Gandhi, là. Kyrie, le gars, il est devenu le joueur le plus mature de la NBA. Il est respecté de tous, les vestiaires, mais aucun mot ne dépasse, ça se passe bien, Kidd l'a bien canalisé. Moi, je pense que c'est le move le plus grand de G-Kidd. Et en plus, en sus de ça, mais il a réussi à faire défendre Doncic. Mais cette saison... Ce qui n'était pas gagné. Mais ce qui n'était pas gagné. Parce qu'avec Rick Carlisle, quand il y a eu des petits bisbilles... Il ne défendait pas. Doncic l'a fait virer, il ne défendait pas. Mais Doncic, est-ce que tu sais que je pense que c'est le meilleur en style de ses playoffs. Hein? Et c'est le meilleur en style de ses playoffs. Il défend bien. Bon, les rebonds défensifs, ça, il est connu pour ça parce qu'il tourne presque en triple-double. En plus, one-on-one, je vois Luka défendre. Et donc, du coup, ça, c'est en prendre en compte. Et tout ça, je pense que c'est le taf de G-Kidd. Et toi, qu'en penses-tu Non, j'avais déjà évoqué au tout début l'apport des coaching staff. Un peu en parlant des atouts et des forces et faiblesses en présence. J'avais déjà évoqué un peu l'apport des coaching staff. Tout de suite là, j'avais parlé du fait que Jason Kidd était d'abord un joueur expérimenté et un coach expérimenté. En tant que joueur, il était déjà un coach sur le terrain, en tant que joueur, bonne lecture des jeux, tout ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu à voir, à regarder jouer, voilà, c'était vraiment un régal, quoi, vision de jeu, tout ça, organisateur. Et donc, le fait qu'il ait été coach dans des équipes qui chaque fois pouvait jouer le titre, que ce soit au tout début quand on lui a donné la main, quand on lui a donné l'occasion de coacher Brooklyn, son tout début en tant que head coach. Oui. Et il a su manager ces gens-là. Bon, après, ils n'ont pas, sur le plan du jeu, ça n'a pas été extraordinaire, mais il a su les tenir et les faire jouer. Ensuite, quand il est venu à Brooklyn, aux Bucks, il y a eu Giannis, c'est un super joueur, superstar, etc. Il a su faire. Et n'oublions pas qu'il a fait une finale en tant que premier assistant coach aux Lakers. Quand les Lakers ont pris la finale Corona de 2020. Donc, maintenant, il est assez expérimenté, quoi. Et puis, voilà. Maintenant, avant de... Parce que là, ça commence à durer, là, ça fait presque 50 minutes qu'on parle. Qui est le meilleur joueur de la série, pour toi? Qui pourrait être le meilleur joueur ou bien Non, pour toi, qui est le meilleur joueur de la série? S'il y a un joueur qu'on dit que ça va être le meilleur joueur de la série, ça va être qui? Qui pourrait être? Parce qu'on n'a pas joué la finale. Non, ouais, qui pourrait être le meilleur joueur? Ok, d'accord. Non, sincèrement, ce serait se brûler le doigt que ça avance trop, quoi. Parce que cette finale, elle risque d'être étonnante. Il risque d'y avoir des surprises. Et il est beaucoup plus facile de désigner Doncic, puisque
il y a beaucoup plus de certitude avec son jeu, etc. Parce qu'on peut penser l'arrêter sera difficile. Mais après, on ne sait pas ce que peut nous sortir Boston. Voilà. Et ne serait-ce que pour mettre du piquant à l'affaire. Moi je veux bien que un joueur inattendu de Boston nous sorte un match fou et puis que ça mette un peu de truc dans l'affaire. Non, moi je vais dire Doncic. Parce que tu sais pourquoi je dis Doncic? Parce que Doncic, il a été confronté au haut niveau, mais pendant longtemps. N'oublions pas qu'à 16 ans, il a été au Real de Madrid, il a gagné des titres. Je sais pas moi, c'est toi qui maîtrises le plus le basketball européen. Il a gagné beaucoup de choses. Il a joué dans les salles européennes, hein, et les salles européennes. Les salles de l'Est. En Turquie. Voilà, depuis tout petit. N'oublions pas qu'aussi, même quand il est venu en NBA. Il ne s'est jamais défilé, quoi. Voilà, après, il n'a jamais fait des finales NBA. Mais bon, après faire des finales NBA. Il s'y connaît maintenant. Quand il y a les Warriors, de KD, tout ça. Bon, quand il y avait les Kawhi, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, maintenant, avant de donner nos pronos là. Nos pronostics. Voilà, nos pronostics là. Maintenant, on va donner. Qui va être le facteur X dans chaque équipe pour toi? Ou bien c'est quoi qui va être le facteur X pour chaque équipe? Par exemple, Dallas, facteur X à Dallas. On l'a déjà évoqué. Hein. Ce sera, pour moi, ce sera pour Dallas. Ce sera comment arrêter le monstre à deux têtes là, Tatum Brown. Voilà. Okay. Comment arrêter Tatum Brown? Ce sera ça. Parce que pour les arrêter, est-ce qu'on peut faire les efforts pour les arrêter, faire l'effort de défendre pour les arrêter et en même temps continuer à performer en attaque? Okay. Est-ce qu'on peut défendre valablement sur eux sans sortir du match en prenant très tôt beaucoup de fautes? Ce sera aussi une équation. Et à Boston. Et après pour Boston, on l'a déjà évoqué, ce sera l'équation Doncic. Est-ce que Doncic sera une équation aussi insoluble qu'il a été contre Denver et autres? Ok, d'accord. Moi, je vais garder la... Ou contre Minnesota. Non, moi, je vais garder le même facteur X que j'ai gardé contre OKC. Pour moi, ça va être la capacité de PG Washington et Derek Jones Jr. à sanctionner à 3 points. Pour moi, ça va être ça le facteur X. Donc, du coup, pour moi, c'est ça. Pour moi, Doncic, l'arrêter, ça va être très compliqué. Comme tu l'as rappelé tantôt, il sait lire le jeu. Donc, ça veut dire qu'ils ont deux facteurs X. Il y a John, et puis il y aura aussi la faculté le fait de pouvoir arrêter les deux autres là, pour forward là. Non. Moi, pour moi, parce que tu sais. Tu considères que Doncic c'est acquis, donc il faut qu'il diminue le ratio au périmètre des deux autres. Exactement. Ouais, okay, moi, je pense que Doncic, il va faire du Doncic. Doncic, on ne peut pas l'arrêter. Doncic, il est arrivé à un niveau, c'est comme les Jokic, les LeBron, les Kobe. Voilà. Tu peux amoindrir, mais tu peux les ralentir, mais tu ne peux pas les arrêter. Okay. Pour moi, Doncic, il est arrivé à un moment donné, c'est un master of the game. Il sait comment lire tout ça. Maintenant, pour moi, le facteur X de Dallas, ça va être la capacité de PG Washington et de Derek Jones Jr. à sanctionner à 3 points quand ils seront libres. Pour moi, ce sera ça le facteur X. Et concernant Dallas, je ne sais pas. J'ai envie de dire... Non, concernant Boston, excuse-moi. Je pense que ça va être la capacité le nombre de points que va apporter Al Horford. Tu sais pourquoi je te dis ça? Tu te rappelles, on en avait parlé lors des finales 2022. Al Horford, mais il a massacré les Bucks. Mais il a massacré Giannis non seulement en défense, mais il a massacré les Bucks à 3 points. Le nombre de 3 points qu'il mettait, mais moi, ça me faisait halluciner. Ça pesait sur la série. Drive, kick, s'en sort pour Al Horford. Al Horford, 4-3, bang, 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 tout ça. Mais lors des finales, Al Horford, il a été catastrophique à 3 points. Exact. Il a été catastrophique à 3 points. Donc, du coup, pour faire un peu de facilité, je pense que ça va être Al Horford, comment il va sanctionner à 3 points. D'autant que, pour appuyer encore mes dires... Ça va obliger un des grands à sortir. Non, d'autant pour appuyer mes dires, mais contre Indiana, il a beaucoup mis des shoots à 3 points. Exact. Quand Tatum fait behind the back, il le met blank. Et en plus, lors de toutes les séries, Al Horford, il met bien à 3 points. Pour moi, ça va être ça. Au fait, le facteur X de la série des deux côtés. Bon, ça va être compliqué de tout dire. Hein. C'est la première vidéo qu'on fait de preview. Maintenant,
Il y a maintenant On va se mouiller, quoi. l'exercice le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué, il faut juste se mouiller. Ouais, je sais, l'exercice le plus compliqué. Alors, ton pronom, c'est quoi? Qui va gagner la série? Mon pronom, pour moi, on aura une finale inédite. Et moi, je pense que Dallas a de fortes chances de gagner cette finale, l'édition de 2024. Dallas. Mais prono, quand on dit prono, 4-1, 4-2, 4-3, 4-0? Non, peut-être un 4-2. 4-2, hein? Oui. Voilà. 4-2. Parce que tu penses que quand il y a un 4-3 au TD Garden, ils ne pourront pas gagner là-bas? Peut-être un 4-2. Un 4-2, hein? 4-2. Ok, je me lance, hein? Bon, moi je pense que Boston va gagner. Boston va gagner à l'expérience, quoi. Moi je pense que Boston va gagner à l'expérience. Et va gagner à l'expérience, soit 4-2 ou 4-3. Mais je vais partir sur un 4-3, finir au TD Garden et tout. Dallas va gagner, ils sont favoris. Puisque Boston a l'avantage du terrain. Ouais, Boston a l'avantage du terrain. Boston, je trouve que comment Boston est construit, ils sont à peu près construits comme OKC. Comme OKC. Et Lively, si je ne me trompe pas, après vous me corrigez dans les commentaires, Lively contre OKC n'a pas brillé. Il a tourné à 40% au shoot contre OKC. Et il n'y avait que Shaq qui était là-bas pour le fatiguer. Et Dallas, à peu près, Boston, il joue à peu près comme ça. S'il y a Porzingis qui est là, j'ai lu qu'il va être présent au Game 1. Porzingis, il a soit la même taille que Chet, ou bien il est un peu plus grand, ou bien il joue. En plus, il a plus d'expérience. Il peut gêner tout ça, comment on appelle ça, Lively. Et comment ils sont configurés, les joueurs, quand tu vois les Dort, les Wallace, tout ça là, les Jadon Williams, c'est à peu près configuré pareil, mais sauf qu'eux, ils sont plus grands, ils sont aussi rapides et ils ont un peu plus d'expérience. Et en plus, ils ont beaucoup plus la pression. S'ils ne gagnent pas, mais ils sont foutus, Boston. Bon, foutus entre guillemets, l'année prochaine. La presse risque de les massacrer. Voilà, de les massacrer. Ils risquent de pousser les managers à faire des moves, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que Boston a plus de pression. Et ils ont déjà été en finale contre les Warriors. Voilà, moi je pense qu'ils vont apprendre de tout ça, ils vont faire le taf. On verra. En tout cas, il n'y a que des joueurs que je kiffe. Tu sais comment je kiffe Kyrie, Doncic comment je l'adore, Tatum c'est mon gars parce que y a Tatum et Kyrie, ce sont des disciples de Kobe. Tu sais comment je suis fan de Kobe. Brown aussi, il porte des Kobe. Donc je les aime tous. Mais j'ai envie que Boston doit gagner. Comme tu as tantôt l'habitude de me le rappeler, c'est comme Manchester City, tu me disais qu'ils doivent gagner le titre, quoi. Parce qu'ils ne gagnent pas le titre avec tous les joueurs qu'ils ont eu. Le beau jeu qu'ils produisent. Ouais. Ça va être 10 ans après, ils vont avoir beaucoup de regrets, quoi. On l'a vu avec Arsenal, hein. Donc du coup, c'est ça. En tout cas, merci pour avoir partagé ça avec moi. Donc si comment on appelle ça encore, le format là marche bien, on a décidé de faire à chaque lendemain de match, de faire un petit comment dire, c'est review, non? Oui, preview, un match preview. Non, review c'est après. Ah, ok, après les matchs. Après le match, un débriefing. Voilà, un débriefing. Chaque match avec mon grand DJ. Donc du coup ça. Donc tu as un dernier mot pour la série? Non, j'apprécie. Et puis bon, entre passionnés, c'est toujours comme ça. Hein. Nous, on ne fait que partager notre passion de la balle orange. Et puis bon, entre passionnés, c'est ça, quoi. C'est le partage. Et puis, n'hésitez pas à nous corriger ou bien à nous apporter vos impressions, vos éclaircissements en commentaire. Et puis voilà, on partage tout et puis on se corrige et puis on s'ajoute de la connaissance, quoi. Et puis tout ça pour le basket et pour l'amour du jeu. Ok, donc vous avez bien entendu, hein. Donc du coup c'est ça, hein. Tout ce qu'on dit c'est notre avis. Peut-être qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses. On est là pour partager notre amour sur le cuir orange là. Donc du coup n'hésitez pas dans les commentaires à nous corriger, à nous donner de la force aussi. Et si ça marche, on va essayer de faire des audios un peu plus qualitatifs et tout ça, ce sera pour vous. Allez, big up la famille.